Bien, question 10. Solution sucrée pour sportifs. Les boissons isotoniques pour sportifs sont des solutions aqueuses contenant environ 6 g de sucre pour 100 ml de solution. Un sportif remplit sa gourde de volume 0,75 litres avec une boisson isotonique notée S1. Après son entraînement, le sportif a bu les 2 tiers du contenu de sa gourde. Il la complète alors avec de l'eau glacée et obtient une nouvelle solution notée S2. Détermine la concentration en masse de sucre dans S2. La justification. Donc, regardons un embryon de réponse. Alors, il s'agit d'abord de comprendre le problème. Après l'entraînement, il reste un certain volume V1 de S1 dans la gourde. Le sportif, en rajoutant de l'eau pour remplir la gourde, va diluer S1, qui est alors une solution mère de concentration C1 et de volume V1. La solution S2 obtenue par ajout d'eau est une solution fille, que l'on va noter S2, de concentration en masse de sucre C2 à déterminer, c'est le but du jeu, de volume V2 égale 0,75 litres, c'est-à-dire celui de la gourde. Voilà le problème traduit d'une autre façon. Alors, regardons un petit peu. Première méthode. Donc, on va utiliser, puisqu'il y a eu dilution, la conservation de la masse de soluté. Le soluté, c'est le sucre, lors de la dilution. Alors, elle se traduit par C1V1 égale C2 multiplié par V2. C'est-à-dire C mère, V mère égale C fille, V fille. Alors, j'ai mis un point d'interrogation ici pour dire que C2, c'est l'inconnu. On va en déduire en divisant les deux membres de l'égalité par V2, et après simplification par V2, on va déduire que C2V2 égale C1V1 divisé par V2. Alors, pour cela, il faut commencer à tirer les données de l'énoncé pour pouvoir calculer C2. Alors, application numérique. Vous voyez que C1 intervient, il va falloir le calculer. C1, c'est la concentration de la solution mère de volume V1. Donc c'est masse donc, de sucre, 6 grammes, d'accord, c'était donc la concentration de la solution initiale, d'accord. C'est celle-là qui est encore dans la gourde avant que le sportif n'y rajoute de l'eau. Donc on va écrire que c'est la masse de sucre dissous, 6 grammes, divisé par 100 10 puissance moins 3 litres, c'est-à-dire 100 millilitres, et on va trouver, tout calcul fait, C1 égale 6 10 puissance 1 grammes par litre. Le calcul n'est pas bien difficile, sauf qu'on va garder ici un seul chiffre significatif. Bien, alors C1 c'est facile, c'est la concentration de la boisson isotonique de départ. Ensuite, eh bien, il va falloir calculer le fameux volume, le volume V1 qui reste, d'accord, après que le sportif ait bu les 2 tiers de la gourde. Donc V1 égale le volume de la gourde moins le volume bu par le sportif. C'est-à-dire volume de la gourde moins 2 tiers du volume de la gourde, puisqu'il a bu les 2 tiers. Égale 1 tiers donc du volume de la gourde. Égale 1 tiers de 0,75 litres égale 0,25 litres. Voilà donc V1, l'une des données du problème qui a été calculée. C1 a été calculé, maintenant faut-il encore calculer V2. Alors, le volume V2 de la solution fille est celui de la gourde, évidemment. V2 égale 0,75 litres puisque le sportif a rempli jusqu'à rabord la gourde avec de l'eau, en diluant. V2 égale 0,75 litres. Donc, on va pouvoir calculer C2. Alors, pour calculer C2, au final, donc C2 égale 6 multiplié par 10 puissance 1 grammes par litre, ce qu'on avait trouvé tout à l'heure, c'est-à-dire C1, multiplié par V1, c'est-à-dire 0,25 litres, vous voyez là, sur 0,75 litres, c'est le volume de la gourde. Donc, on va trouver 2
fois 10 puissance 1 grammes par litre. Évidemment, on ne va garder qu'un seul chiffre significatif, d'après la règle des chiffres significatifs. Ici, un chiffre significatif, ici 2, et ici 2. Donc, on en garde un seul. Avec un chiffre significatif par défaut. Voilà. Donc, au final, c'est ça. Alors, évidemment, il y a une deuxième méthode. C'est la méthode qui utilise le facteur de dilution. De la conservation de la masse de sucre dissous lors de la dilution, on peut tirer, vous voyez, voilà la conservation de la masse de sucre, que C1 divisé par C2. Alors si on divise le tout par C2, ça va faire C1 V1 divisé par C2 égale V2 sur égale V2, puisque C2 c'est simplifié. Et en divisant encore par C2, eh bien, on va obtenir V2 sur V1. Autrement dit, C1 sur C2 est égal à F, ça c'est la définition du facteur de dilution, et qui est aussi égal au rapport des deux volumes V2 sur V1. Volume de la solution fille sur volume de la solution mère. Donc, faisons le calcul du facteur de dilution, 0,75 sur 0,25, ce qui vaut 3,0, avec deux chiffres significatifs par défaut, compte tenu des calculs de volume précédents. Alors, donc, on va en déduire la réponse finale qu'on va retrouver. Or, on sait que C1 sur C2 est égal à F. Donc, C2 égale C1 divisé par F. C1 exprimé en grammes par litre. Donc, 6 10 puissance 1 divisé par 3,0. Et on retrouve 2 multiplié par 10 puissance 1 grammes par litre. Voilà. Deuxième méthode. Mais la méthode la plus régulière, c'est CMR VMR égale CFI VFI, et là on y arrive toujours. Sans problème. On arrive évidemment avec l'autre méthode aussi, mais c'est plus facile pour l'élève de manipuler C1V1 égale C2V2. Enfin, je pense. Alors, maintenant voilà un autre exercice, une résolution de problème cette fois-ci, c'est-à-dire un problème posé de but en blanc avec des données, débrouillez-vous. Alors, à consommer avec modération. Combien de canettes contenant 33 centilitres de boisson allégée en sucre à une concentration en masse d'aspartame de 0,6 g par litre, un individu de 60 kg peut-il boire quotidiennement sans risque? Alors, évidemment, il faut qu'on ajoute des données à ce problème. Alors, document 1, dose journalière admissible. La dose journalière admissible, DJA, est la masse maximale d'une espèce chimique qu'un individu peut ingérer quotidiennement sans risque pour sa santé. Elle s'exprime généralement en milligrammes d'espèces absorbées par kilogramme de masse corporelle et par jour. Alors ça, c'est quelque chose qui est donné pour tout produit, la DJA. On n'a pas tout excès nuit, donc il y a des doses maximales admissibles par l'organisme. Document 2, l'aspartame. L'aspartame est un édulcorant ayant un pouvoir sucrant d'environ 200 fois supérieur à celui du saccharose, c'est-à-dire le sucre de canne. Il est utilisé pour sucrer les aliments tout en limitant l'apport calorique. La DJA de l'aspartame est 40 mg par kilogramme corporel et par jour. En Europe, l'aspartame est autorisé dans les boissons allégées à une concentration en masse maximale de 0,6 g par litre. Alors n'oublions pas ce que l'on demande. On demande le nombre de canettes qu'un individu peut ingérer sans s'intoxiquer. Alors, la réponse, il faut argumenter évidemment, et essayer de comprendre le problème. Alors, d'abord, on rappelle les données numériques du problème susceptibles d'être utilisées. Le volume d'une canette, 33 centilitres. On va appeler CM, la concentration en masse d'aspartame, dans la canette, 0,6 g par litre. La masse de l'individu, 60 kg, et la DJA, la dose admissible par jour et par kilogramme, 40 mg. Alors, il faut essayer de comprendre ce que l'on demande. On demande de calculer le nombre maximal
Nmax, qu'on va appeler Nmax, de canettes susceptibles d'être bues sans danger par jour. Alors, logiquement, ce nombre maximum de canettes est égal à la masse maximale d'aspartame que l'on peut ingérer, que l'individu peut ingérer par jour, que l'on peut calculer, divisé par la masse d'aspartame ingérée par canette bue. Voilà. Donc ça c'est le Nmax, c'est un peu logique. Hein. Voilà. Donc, à partir de là, on va essayer de faire un calcul. Alors, la masse maximale, il faudrait essayer de calculer la masse maximale ingérée par jour. D'accord? Alors, la masse maximale ingérée par jour, c'est la DJA multipliée par la masse de l'individu, c'est-à-dire 40 mg par kilogramme et par jour. Vous voyez, c'est ça la DJA, hein, la masse par kilogramme corporel et par jour maximale que l'on peut ingérer. Donc, c'est puisque c'est par kilogramme, que l'individu fait 60 kg, on va multiplier par 60 en kilogrammes. Et on va donc avoir 2,4 10 puissance 3 mg par jour, en respectant le nombre de chiffres significatifs, par défaut. Donc 2,4 10 puissance 3 mg par jour, on pourra dire que c'est 2,4 g par jour. Donc au maximum, 2,4 g par jour. Alors il faudrait essayer d'évaluer la masse d'aspartame ingérée par canette pour pouvoir calculer Nmax et donner la réponse finale. Donc, calculons M aspartame ingéré par canette. Alors, on part de la définition de la concentration en masse d'aspartame, égale la masse aspartame ingérée par canette, divisée par le volume de la canette. Donc, on en déduit la masse d'aspartame ingérée par la canette égale à Cm multiplié par le volume de la canette. Cm, on sait que c'est 0,6 g par litre, c'est donné par l'énoncé, d'accord, on l'avait mis ici, vous voyez, les données de l'énoncé, multiplié par 33 centilitres, donc 33 10 moins 2 litres. Il faut évidemment convertir en litres pour que les unités de masse, de concentration en masse et de volume s'accordent. On va en déduire 0,198 g, donc 0,2 g avec un seul chiffre significatif par excès. Il ne reste donc plus qu'à faire la division de 2,4 g par jour par 0,2 g. Voilà. Alors, on va donner la solution. Au final, finalement, Nmax égale 2,4 g divisé par 0,2 g. Donc ça fait estimé à 12 canettes par jour. D'accord, sans respecter le nombre de chiffres significatifs, environ estimé à 12 canettes par jour. Alors, conclusion, donc, l'individu peut boire sans risque, je dirais ici, sans risque, au maximum 12 canettes de 33 centilitres de boisson allégée en sucre, sans risque pour sa santé. Voilà, un petit exercice qui était sans guidage et il y avait un petit raisonnement à conduire. C'est ce qu'on appelle une résolution de problème, une tâche complexe. Autre résolution de problème, celle-là un peu plus poussée, la caféine dans le thé. Pour un adulte en bonne santé, le risque d'intoxication à la caféine existe pour une consommation de plus de 400 mg de caféine par jour, pendant une durée prolongée. Évalue le nombre maximal de tasses de thé qu'un adulte pourrait boire par jour sans risque pour sa santé. Commentaire. Et pour cela, on attend évidemment une argumentation. On donne quelques données. Alors, première donnée, qu'est-ce qu'un spectrophotomètre? Qu'est-ce que l'absorbance? Un spectrophotomètre UV visible est un appareil qui permet de mesurer une grandeur physique en A sans unité que l'on appelle l'absorbance d'une solution, proportionnelle à la concentration en masse T du soluté dissous, qui absorbe le rayonnement UV ou visible envoyé par la solution.
On peut ainsi écrire que A égale K fois T, où K est un coefficient de proportionnalité. Donc c'est une grandeur qui est proportionnelle à la concentration en une certaine espèce chimique dissoute. Alors, à partir de document 2, absorbance de solutions filles en fonction de leur concentration en masse de caféine. Alors, à partir d'une solution mère S0 de caféine, de concentration en masse T0 égale 110 mg par litre, on prépare par dilution dans du dichlorométhane 4 solutions filles dont on mesure l'absorbance grand A. Vous voyez qu'ici, le dichlorométhane, c'est le solvant, il n'y a pas d'eau là-dedans, d'accord? C'est des solutions de caféine dans le dichlorométhane. On obtient alors le graphique ci-contre, c'est-à-dire qu'avec le spectrophotomètre, pour chacune des solutions, des 4 solutions préparées, de concentration connue, qu'on appelle solution étalon, on a mesuré l'absorbance. Et ainsi, on obtient un nuage de 4 points qui sont quasiment alignés. Et on a représenté, modélisé ce nuage de points par une droite passant par l'origine, puisqu'apparemment, ils ont l'air alignés avec l'origine. Voilà donc l'expérience qu'on a faite sur 4 solutions de caféine dans le solvant dichlorométhane dont on a mesuré l'absorbance. Document 3. Caféine dans un thé du commerce. Une infusion de thé préparée en introduisant un sachet de thé du commerce dans une tasse contenant de l'eau chaude. Au bout de 2 minutes, on retire le sachet. La caféine de l'infusion est extraite à l'aide de dichlorométhane. On s'arrange pour mettre du dichlorométhane en contact avec la solution de caféine et toute la caféine va passer dans le dichlorométhane. On considère que la totalité donc de la caféine qu'il y avait dans l'infusion a été extraite par le dichlorométhane et qu'elle est contenue dans un volume de 100,0 ml de dichlorométhane. Donc cette solution de dichlorométhane, on connaît son volume. Voilà. La solution obtenue de caféine, donc qui a été extraite de la fusion dans le dichlorométhane, est ensuite diluée 10 fois. Il y a E, pour moi. On mesure alors l'absorbance de la solution fille obtenue et on lit A égale 0,43. Alors grand A n'a pas d'unité. Ta réponse argumentée au problème, c'est-à-dire la réponse argumentée, rappelons ce qu'il faut chercher, c'est évaluer le nombre maximal de tasses de thé qu'un adulte pourrait boire par jour sans s'intoxiquer. Voilà. Voilà. Et le risque d'intoxication, eh bien, c'est à 400 mg de caféine par jour. Alors, essayons de voir les étapes du raisonnement. Alors, on va décrire les étapes du problème et rappeler en même temps les données numériques susceptibles d'être utilisées. Alors, les étapes du processus qu'on a décrit. Alors, on sait que la masse maximale de caféine ingérée est de 400 mg par jour. Au-delà, il y aura intoxication. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a extrait une masse M de caféine d'une tasse de thé par le solvant dichlorométhane. Voilà ce qu'on a fait. Et on a obtenu un volume de 100 ml d'une solution S1 de caféine dans le dichlorométhane. Voilà, on va l'appeler S1 cette solution. Dans les 100,0 ml. La solution, ensuite, eh bien, on va diluer cette solution S1 10 fois, avec pipette chauffée, fiole, etc. 10 fois, on la dilue 10 fois dans le dichlorométhane. Alors S1 apparaît alors comme une solution mère, vous voyez un peu la réflexion, et S2 apparaît comme la solution fille obtenue. On mesure alors l'absorbance grand A de S2, c'est-à-dire de la solution diluée de dichlorométhane.
dans laquelle on avait dissous la caféine, toute la caféine présente dans l'infusion. Et on trouve A égale 0,43. Qu'est-ce qu'on va pouvoir tirer de A égale 0,43? Remontons un peu pour voir la courbe ici, et essayons de voir un peu l'embryon de solution, pour essayer de comprendre. On va essayer d'exploiter la valeur de grand A. Alors comment on fait? Graphiquement, 0,43, on le porte ici sur l'axe des ordonnées, puisqu'on voit que c'est A qui est en ordonnée, 0,43 sans unité, et on va essayer de voir à quelle concentration en caféine ça correspond. Alors dans la solution, phi. Et on lit, vous voyez, on revient en arrière, là, on lit 13 mg par litre. Donc ça veut dire que la solution phi de caféine diluée dans le dichlorométhane est de 13 mg par litre, la concentration en masse. Alors, la solution S1, on sait qu'elle est 10 fois, donc puisqu'on a dilué 10 fois la solution S1 pour obtenir S2, c'est-à-dire que la solution S1 est 10 fois plus concentrée en caféine que S2. On sait que le facteur de dilution, c'est 10, bien sûr. Donc, ça veut dire que la concentration en masse T1 de la solution F1 en caféine est 10 fois plus grande que T2. Donc, T1 égale 10 fois T2, c'est-à-dire 10 multiplié par 13 mg par litre. Alors, on laissera le résultat sous cette forme, parce qu'on sait qu'on a, on a droit qu'à deux chiffres significatifs. C'est comme si on avait 13 fois 10 puissance 1. Alors maintenant, on connaît le volume V1 égale 100,0 ml de S1 qui contient la caféine présente dans un sachet de thé. Voilà, parce que dans la solution S1 qu'on a 100,0 ml de solution S1, on sait que toute la caféine présente dans le sachet de thé y a été dissoute. Donc on va en déduire la masse. C'est une estimation de la masse de caféine dans un sachet qui est égale au produit de la concentration T1 qu'on vient de calculer multiplié par V1. C'est normal puisque T1 c'est la masse sur le volume. Donc la masse de caféine dissoute dans un sachet, c'est T1 fois V1. Or T1, c'est 10 fois 13 mg par litre. Et V1, eh bien, c'est 100 ml. Mais on veut accorder les unités de volume ensemble. Donc on va être obligé de convertir 100 ml, 0,0 ml en litres. Donc 100,0 10 fois 3. Et on va trouver 13 mg. Cela veut dire que avec cette manipulation qui a été faite et la mesure d'absorbance, on a trouvé que la masse de caféine dans un sachet est de l'ordre de 13 mg. Alors, combien de tasses? On sait que la masse maximale de caféine est de 400 mg de caféine par jour et que chaque sachet contient 13 mg de caféine. On en déduit le nombre maximal, de tasses maximales que un individu peut ingérer, peut boire sans danger. C'est-à-dire M max caféine divisé par M caféine dans un sachet. C'est-à-dire 400 mg sur 13 mg de l'ordre de 30 tasses. Alors, l'énoncé demande un commentaire. Voilà, donc la conclusion d'abord, c'est que pour qu'un adulte atteigne le seuil de toxicité en caféine, il faut qu'il consomme par jour environ 30 tasses de thé. D'accord? Et s'il dépasse, ça va être toxique. Alors, commentons un peu ce résultat, 30 tasses de thé, est-ce que c'est faisable ou non? Avoir un peu d'esprit critique. Faisons un petit commentaire. Une tasse de thé, on va dire que grosso modo, c'est un volume estimé à 100 ml, comme celui d'un bécher à peu près. Un bécher, une petite taille, enfin de taille moyenne. Donc, c'est donc le volume maximum de thé à absorber par jour par l'individu.
pour atteindre le seuil de toxicité, et donc il y a 30 tasses fois 100, c'est-à-dire 3000 millilitres, c'est-à-dire environ 3 litres. Ça veut dire qu'un buveur de thé, pour qu'il soit intoxiqué, il faut qu'il boive à peu près 3 litres de thé. Ce qui est fort improbable, hein, puisque en général, un homme ne boit pas que du thé dans la journée. Ça voudrait dire que voilà, il va s'absorber peut-être 5-6 litres d'eau par jour, ce qui serait un excès. Voilà. Alors maintenant, dosage par étalonnage d'une eau de Daquin. Alors un petit peu avec du calcul des séries de statistiques de mesure. L'eau de Daquin est un antiseptique contenant entre autres 1,0 mg de permanganate de potassium pour 100 ml de solution, ce qui lui confère une coloration rose. On en avait déjà parlé hein, dans la leçon, dans l'essentiel. L'eau de Daquin est une solution S et on appelle C la concentration en masse de permanganate de potassium dans S. Un groupe de 30 élèves se propose de mesurer grand C. Pour cela, les élèves fabriquent en tube à essai une gamme d'étalonnage, encore appelée échelle de teinte, constituée de 4 solutions aqueuses colorées S1, S2, S3, S4 de permanganate de potassium de concentrations en masse connues et différentes. Donc ça veut dire que les différentes solutions n'ont pas la même teinte. C'est pour ça qu'on dit qu'on a une échelle de teinte. Alors, voici les concentrations en masse données pour chacune de permanganate de potassium en milligrammes par litre, données pour chacune des solutions. 20 mg par litre, 15 mg par litre, 10 et 5,0. Puis, une fois que l'échelle de teinte a été confectionnée, eh bien, chaque élève remplit un tube à essai d'eau de Daquin et vient comparer la couleur de son tube à celle des solutions de l'échelle de teinte. Le résultat de ces comparaisons est le suivant. 5 élèves ont placé leur tube entre S1 et S2. Ça veut dire que pour eux, la solution de Daquin est plus concentrée que S1 mais moins concentrée que S2. 10 élèves ont placé le tube de Daquin, solution de Daquin, entre S2 et S3. 12 élèves, c'est visuel, hein, donc tout le monde ne voit pas de la même façon. 12 élèves entre S3 et S4 et 3 élèves après S4. Alors la consigne, c'est qu'un élève qui a placé par exemple son tube à essai entre S2 et S3 par exemple, considérera que C est la moyenne des concentrations S2 et S3, de S2 et de S3, c'est-à-dire 15 plus 10 divisé par 2 égale 12,5 mg par litre. Alors, une donnée, l'incertitude type A, notée U, pour une série de n mesures, a pour expression U égale Sx sur racine de n, où Sx est l'écart type expérimental de la série de mesures. On vous demande de répondre aux questions qui suivent. Alors, la question Q13 remplit le tableau ci-après en tenant compte de la série de mesures réalisées par les élèves. Alors, on va faire apparaître les données ici. Voilà. Ici, vous avez donc les valeurs des concentrations en milligrammes par litre. Donc, vous voyez ici, la première, donc ici, c'est 20 plus 15 sur 2, c'est-à-dire 17,5. Celle d'après, ça sera 15 plus 10 divisé par 2, c'est-à-dire 12,5. Celle d'après, ça sera 10 plus 5 divisé par 2, c'est-à-dire 15 sur 2, 7,5. Et celle d'après, ça sera 5 plus 0 divisé par 2, c'est-à-dire 2,5 mg par litre. Donc, il y aura 5 élèves qui auront estimé que la concentration de la solution de Daquin est de 17,5 mg par litre, 10 élèves qui auront estimé que c'est égal à 12,5 mg par litre, 12 élèves à 7,5 mg par litre, 3 élèves penseront qu'ils ont une solution de Daquin à 2,5 mg par litre. Voilà. N, c'est le nombre d'élèves ayant estimé une certaine valeur de C
déduite de la position du tube dans l'échelle de temps. Alors, question 14. À l'aide de ta calculatrice TI-83, donne une estimation C mesurée de la valeur de C et de SX. On gardera provisoirement tous les chiffres de la calculatrice. Donc, on rentre les données, on fabrique deux listes, L1 et L2. La liste L1, c'est la liste des concentrations, et la liste L2, c'est la liste du nombre d'élèves qui ont trouvé une certaine concentration, c'est-à-dire la fréquence. Alors voilà ce que l'on trouve avec la calculatrice. Alors, on va trouver C mesuré, c'est la valeur moyenne finalement, la valeur moyenne pondérée par les nombres d'élèves, hein, des concentrations que l'on a mises ici. Et on trouve 10,3333 mg par litre. Sx égale l'écart type expérimental qui caractérise la dispersion des mesures, 4,488, etc. mg par litre. Écrit le résultat de la série de mesures avec le nombre adapté de chiffres significatifs. Donc il faut justifier ça. Vous avez déjà fait un exercice de ce genre. C'est une répétition de ce qui avait été fait auparavant. On calcule d'abord U, l'incertitude type. D'accord? On la calcule parce que le résultat d'une série de mesures, c'est la valeur C mesurée et assortie de son incertitude. Donc on va calculer U d'abord. U égale Sx sur racine de n. Alors là, ici, c'est sur racine de 30, autant pour moi. D'accord? Là, c'est sur racine de 30. Hein, j'ai fait une bêtise. Là, racine de 30, c'est de l'ordre de 6. Ouais, 6 fois 6, 5 fois 5, 25. Donc, ouais. Donc c'est racine de 30. Et le résultat, en fait, est le bon. 0,819, etc. Hein, c'est sur racine de 30. Parce qu'il y a 30 mesures, il y a 30 élèves. Hein. Si on fait la somme, on va bien trouver 30. Donc, on va arrondir d'abord, en général, donc, ce que l'on fait, on arrondit conventionnellement U avec un seul CS par excès. On va donc trouver U égale, ici, vous voyez, par excès, ça veut dire, on va garder un seul CS, donc le 8. Bon, et comme c'est par excès, ben, on va remplacer 8 par 8 plus 1. Donc on va avoir 0,9 mg par litre. Ensuite, on va arrondir C mesuré pour avoir le nombre approprié de chiffres significatifs pour C mesuré. Alors, comment va-t-on arrondir C mesuré? On l'arrondit avec une seule décimale. Vous voyez, U n'a qu'une seule décimale, eh bien, C mesuré n'aura qu'une seule décimale également. Donc, autrement dit, on va tailler le dé là-dedans, on va mettre une barrière ici, et on va mettre 10,3, 3 ou 10,4. Mais comme il y a un 3 qui suit le premier 3 après la virgule, eh bien, 3 étant inférieur à 5, eh bien, on arrondira par défaut. C'est-à-dire que C mesuré égale 10,3 mg par litre avec une seule décimale par défaut. Donc, décrivons un petit peu la mesure, le résultat de la mesure obtenue. Conclusion, donc l'écriture du résultat. Attendez, pour moi, je suis allé trop loin ici. Voilà. Attendez. Là, je suis allé à la page d'avant. Alors, donc, la série de mesures donc, réalisées par les élèves donne une estimation de la concentration en permanganate de potassium de 10,3 mg par litre avec une incertitude type A, U égale 0,9 mg, pas par millilitre, mais milligramme par litre, hein, autant pour moi. Voilà. Bon, alors, calcule en milligrammes par litre la concentration en masse C référence de permanganate de potassium donnée par le fabricant de l'eau de Daquin. Alors, pour trouver ce C référence, il va falloir regarder un peu l'énoncé. Ici, on vous avait dit que l'eau de Daquin est un antiseptique contenant entre autres 1,0 mg de permanganate de potassium pour 100 ml de solution. Donc on va en déduire la concentration de référence, c'est-à-dire en permanganate, en masse de permanganate de potassium dans la solution de Daquin.
lisons un petit peu. Hein, il suffit de récupérer les nombres qu'il y avait au début de l'énoncé. L'énoncé stipule que l'eau d'Aquin contient 1,0 mg de permanganate de potassium pour 100 ml de solution, d'où C référence égale 1,0 mg sur 100 10-3, puisqu'on veut pas des milligrammes par millilitre, mais des milligrammes par litre. Et donc, on va trouver 10 mg par litre avec 2 CS par défaut. 2 CS parce qu'il y a division et qu'on a au numérateur 2 chiffres significatifs et au dénominateur 3. Donc, on va en garder le minimum, c'est-à-dire 2. 10 mg par litre. Alors, la série de mesures. On va maintenant examiner la compatibilité de la mesure avec la valeur de référence donnée par le fabricant. La série de mesures réalisée par les élèves est-elle compatible avec la valeur de référence? On utilisera le critère suivant. Il y a compatibilité d'une série de mesures avec la valeur de référence si l'écart C mesuré moins Cref en valeur absolue est inférieur ou égal à 3U. Donc on demande de justifier, c'est pas trop difficile. On va calculer l'écart, ces valeurs absolues de 10,3 qu'on avait trouvé précédemment ici, moins 10, c'est-à-dire 0,3 mg par litre. On va donc calculer 3U pour comparer à l'écart. Donc 3U égale 3 fois 0,9 égale 2,7 mg litre moins 1. On constate donc que le fameux 0,3 mg par litre, qui n'est autre que l'écart, est très petit et très inférieur à 3U. Donc la série de mesures est bien compatible avec la valeur de référence donnée par le fabricant. Alors ensuite, on demande de construire à l'aide de la calculatrice ou du logiciel Excel, vous entraînerez à le faire aussi avec Excel, un histogramme. Alors l'histogramme, il a à peu près cette allure-là. Voilà, donc voilà l'histogramme. C'est-à-dire que en ordonnée, on a la fréquence, c'est-à-dire le nombre d'élèves, et en abscisse, les 4 concentrations que l'on avait calculées en faisant la moyenne des solutions, les moyennes solutions étalons les plus proches. Et voilà donc le diagramme. Grosso modo, si on trace une courbe qui joint les sommets, on aura presque une courbe en cloche. Voilà. Donc, le questionnaire, la correction est terminée. Je vous remercie.